Eh bien, bonjour à tous à nouveau et donc bienvenue pour la revue d'actualité de l'OSIR. Donc nous allons commencer comme d'habitude par les différentes failles et bulletins publiés le mois précédent. Donc ça je passe rapidement, mais c'est un petit tableau qui peut servir pour faire le suivi des versions et du support On des voit versions. pas les transparents. Tu ne vois pas les transparents? Est-ce que tu vois? Moi, je vois les transparents, Hervé, il faut que tu Si ça réactives. fonctionne, hein. Bon, ok. Si en dehors d'Hervé tout le monde voit les transparents, c'est bon. Donc voilà, petit tableau qui permet juste de suivre le cycle de vie des différentes versions. Il faudrait que je le mette à jour d'ailleurs pour la prochaine version. Côté Microsoft, c'est un grand nombre de vulnérabilités, mais les plus intéressantes sont celles qui sont citées là, avec la dernière qui est plutôt pas mal, parce qu'elle permet d'aboutir à une exécution de code, à l'écriture sur un partage de fichiers, par exemple NFS, ce qui est plutôt NTFS, ce qui est plutôt intéressant. Donc uniquement en écrivant sur le partage de fichiers, il est possible d'aboutir à une exécution de code. Théoriquement, on n'est pas censé exposer ce type de partage sur Internet. Je crois que Shodan en a référencé un certain nombre, pas forcément en écriture, mais en tout cas sur des réseaux locaux, ça peut être plutôt pas mal. Côté navigateur, donc beaucoup de vulnérabilités dans tous les navigateurs sans surprise, avec un petit point d'attention sur Chrome, avec une des vulnérabilités qui est exploitée dans la nature, avec des attaquants qui cherchent donc à prendre le contrôle du navigateur, à en sortir et à prendre le contrôle ensuite du poste. Concernant le système, beaucoup aussi de vulnérabilités sur toutes les suites logicielles d'Apache, en particulier Struts et Tomcat. Je recommande fortement de mettre à jour très rapidement, si vous n'avez pas mis à jour ces différents logiciels, pour ne pas avoir un effet target, pas target, pardon. Euh, Quelle était la boîte qui stockait des données pour faire du credit rating et qui s'est fait compromettre? J'ai oublié le nom. Pour éviter de vous faire compromettre avec une de ces vulnérabilités. Ensuite, côté hyperviseur, donc quelques vulnérabilités chez VMware, mais surtout avec une vulnérabilité en particulier qui permet, si vous êtes administrateur ou root sur un système, Linux, Windows, de remonter sur l'hyperviseur et d'exécuter du code sur l'hyperviseur. La vulnérabilité est due à un bug dans le composant, alors c'est XHCI, qui est en gros le composant matériel qui correspond à l'USB. L'autre point, le second est plutôt intéressant également, c'est une vulnérabilité sur VMware Workstation. Si vous activez l'interface d'administration web avec le mot de passe, il est possible d'aboutir à une exécution de code à distance. Alors pour l'instant, il y a beaucoup de scans dans la nature et de tentatives d'exploitation, mais théoriquement, VMware Workstation, c'est plutôt utilisé sur un poste de travail. Donc il y a peu de chances que ce soit exposé sur Internet, mais sur un réseau local, ça peut potentiellement l'être. Encore beaucoup de vulnérabilités, donc du Citrix sur du Cisco, du Pulse Secure sans vraie grosse surprise. Avec une particularité sur Pulse, c'est que le correctif de sécurité ne supprime pas la problématique réellement en soi. Donc en fait, vous aviez des mots de passe qui étaient stockés dans un registre qu'il était possible de récupérer, et en fait, le correctif ne supprime pas ces mots de passe qui potentiellement ont été volés. Si la vulnérabilité a été exploitée, bien sûr. Bon, je passe rapidement les vulnérabilités. Des vulnérabilités sur le client Pulse Secure, qui permettent surtout de faire de l'élévation de privilèges locales. Cisco, encore des vulnérabilités. Je vous laisserai lire les bulletins. Le tableau sur le nombre de vulnérabilités par éditeur, mais qui en soi tel quel n'est pas forcément parlant, parce qu'il faut aussi ajouter la dimension du nombre de logiciels de chaque éditeur. Mais ce que l'on voit, c'est que finalement, je prends l'exemple de Google qui n'a pas tant de logiciels que ça comparé à Microsoft ou Oracle, a beaucoup de vulnérabilités, en particulier sur Android. Concernant tout ce qui est piratage, donc Soprasteria a publié un communiqué suite à leur piratage. Ils estiment les pertes entre 40 et 50 millions d'euros, principalement des pertes d'exploitation, mais par contre apparemment leur assurance couvrirait jusqu'à 30 millions d'euros de ces pertes, ce qui est plutôt intéressant.
Le dernier point est pas mal aussi. Hier, en fin de journée, a été publié par le groupe Netwalker une partie des données volées à la société Humanis il y a quelques semaines ou mois. Et donc les données ont été publiées, sont accessibles et potentiellement contiennent beaucoup de données personnelles. Et comme Humanis avait pas mal de clients, vous pouvez retrouver des données de ces clients dans cette fuite de données liée à Humanis. On Alors je vous recommande pas. Oui, Ouais, juste on rappelle que Humanis dont on parle là, c'est une société de services en informatique et pas la mutuelle. pas la mutuelle, non, effectivement, c'est une société de service. C'est Humanis sans le H, c'est UM. C'est ça. Mmh. Donc là, vous avez un lien vers le blog du groupe de cybercriminels qui a publié la fuite de données. Je ne vous recommande bien sûr pas de télécharger ces données, c'est en mon sens illégal. Mais si vous souhaitez quand même vérifier si vous n'avez pas des données à vous dedans, vous pouvez toujours essayer de le faire discrètement en prenant toutes les précautions nécessaires. À titre personnel, je récupère toutes les données, je les parse avec l'outil Autopsy parce qu'un client m'a officieusement demandé de regarder s'il y avait des données à eux dedans. Ensuite, bon, différentes techniques, les techniques classiques pour essayer de déployer des backdoors. Là, c'est essayer de se faire passer pour une mise à jour Teams, mais il y a beaucoup de techniques comme ça visant à essayer de compromettre des ordinateurs. Le dernier point est plutôt intéressant, le fait que il a été trouvé une tentative de compromission de l'UEFI, donc le BIOS moderne des ordinateurs, à partir d'un malware. Et alors là, ça ouvre les portes encore plus à des fonctionnalités très avancées pour les malwares s'ils arrivent à prendre le contrôle de l'UEFI. Donc en ce moment, il y a uniquement des scans pour tenter de voir s'il est possible de réécrire l'UEFI, mais si ça devient possible, là, on obtient une espèce un bout de kit qui devient compliqué, c'est compliqué de s'en débarrasser. Bon, je passe rapidement sur toutes les fuites de données. La dernière est assez intéressante parce qu'en fait, c'est donc un éditeur de jeux vidéo qui s'appelle Wildworks, que je ne connaissais pas du tout, qui utilise Slack comme beaucoup d'entreprises, et un compte Slack a été récupéré, ce qui a permis aux attaquants de lire l'historique de toutes les conversations et de récupérer une clé AWS. À partir de cette clé AWS, avec un account AWS, ils ont monté une machine EC2 sur laquelle ils ont utilisé cette clé AWS pour se connecter à la base de données et en voler le contenu. Et ce qui est relativement compliqué à détecter, alors d'un accès externe, en général, ça ne passe pas ou c'est vite détecté. Par contre, quand c'est depuis une machine EC2 chez Amazon, c'est beaucoup plus difficile de détecter ce type de vol de données. Et en plus, une fois que la machine virtuelle est détruite, il n'y a plus beaucoup de traces pour essayer de remonter l'historique de ce qui s'est passé. Bon, là je passe. Bon, encore une fois, on est tous anti-Covid, une technique pour essayer de se faire passer pour l'application légitime pour essayer d'installer un malware sur les téléphones plutôt Android. Oui, donc le retour du fils de la revanche des extensions malveillantes, la renaissance du réveil 2. Donc encore une fois, c'était l'apanage d'Internet Explorer, les extensions malveillantes avec les barres d'adresse qui prenaient les 3 quarts de l'écran. Donc là, c'est sur le store de Microsoft pour le navigateur Edge, un certain nombre d'extensions ont été supprimées, donc des fausses extensions. Alors certaines qui en fait étaient des extensions qui n'existaient tout simplement pas, et d'autres qui étaient des faux portages d'extensions Chrome vers Edge, et en fait c'était juste des extensions malveillantes qui ont volé des données. SAT-DNS, Triste DNS, c'est une nouvelle famille d'attaques sur le DNS. Alors j'ai lu le papier en diagonale, mais de ce que j'ai compris, ça revient à faire de l'empoisonnement de cache DNS. Alors, à une époque, le port était prédictible, c'est le port 53 en source, et normalement maintenant le port DNS n'est plus prédictible. Et en fait, il y a une technique qui permet de prédire le port basé sur ICMP et, donc de découvrir le port qui est utilisé par le serveur pour la réponse à la requête DNS d'un client, pour ensuite aller polluer le cache DNS du client avant qu'il ait la réponse du serveur. Donc c'est plutôt pas mal. Il y a beaucoup d'implémentations DNS qui sont vulnérables et il y a
les recommandations sont finalement peu nombreuses, à part le fait effectivement d'employer DNSSEC. DNSSEC entre guillemets la solution à tout, mais finalement très très peu déployée. Ensuite, bon, je passe ces différentes attaques. Le papier de l'ANSSI sur Ryuk est très très intéressant, vraiment à lire. Ça permet vraiment de comprendre le fonctionnement des différentes campagnes d'attaque, ce que font les attaquants, etc. C'est vraiment très intéressant. Je le recommande, en plus c'est plutôt bien écrit et pas si long que ça. Le deuxième document, c'est un document de l'Institut Ponemon qui essaie de déterminer en gros le coût d'une compromission de données. Je crois que de mémoire, c'est aux alentours de 3 millions de dollars en moyenne. Ce qui est intéressant, alors le document est très long, mais ce sont des gros graphiques sur chaque page, donc de la même manière, ça se lit assez vite. Ce qui est intéressant, c'est que c'est basé sur, alors les graphiques ne reprennent que les quelques dernières années, mais par contre, leurs statistiques pour certains pays comme les États-Unis remontent à, je crois que c'est 10 ou 15 ans. Donc c'est plutôt intéressant de voir l'évolution du coût des attaques et en particulier le coût augmente. Il y a eu une baisse, alors je ne sais plus de mémoire, je dirais aux alentours de 2016, et là c'est en train de remonter, et essentiellement dû au rançongiciel. Concernant le business et politique, le deuxième point, Salesforce qui rachète Slack pour 27 milliards de dollars, ça c'est assez énorme. C'est pas tout à fait de la sécurité, mais le fait que Slack soit utilisé par énormément d'entreprises et donc ciblé, et comme nous l'avons cité juste avant, peut servir pour compromettre les entreprises, ça a un aspect sécurité quand même important. Sanctions de la CNIL sur Carrefour. Bon, rien de spécial. Je sais pas si JP, tu as des choses à dire là-dessus. Bah, ce qu'on peut dire, c'est que la CNIL poursuit son travail d'investigation. Alors, on peut regretter toujours qu'il n'y ait pas assez d'inspecteurs de la CNIL, mais enfin, ça continue d'avancer. Preuve en est, donc il y a entre autres des besoins de minimisation hein, qui n'ont pas été respectés de mémoire. Preuve en est que les petits comme les gros ne sont pas épargnés et que plus de 2 ans après, il est vraiment important de continuer à regarder le GDPR ou RGPD de près. Parce que ça peut tomber un peu comme la roulette russe pour tous ceux qui se croient à l'abri. L'autre chose qu'on pourra dire, on en a parlé rapidement le mois dernier, je crois, hein, c'est que je crois que c'est British Airways qui avait pris une sanction par la CNIL anglaise, au vu de la pandémie, a vu sa sanction divisée par 10. Donc le montant qui a été très important, je crois que c'était 200 millions, il faudrait regarder dans les archives, serait passé à 20 millions. Ce qui est beaucoup moins important. Donc, certes, c'est au regard de la crise, mais Il n'y a pas que British Airways en fait. Le problème de GDPR sur le papier, c'est bien, et dans les faits, en première instance, il y a des amendes qui sont demandées énormes, mais dans les faits, souvent après jugement, voire après appel, les réductions sont gigantesques. Alors, il y a une entreprise allemande dont j'ai totalement oublié le nom, qui a vu sa facture, enfin son amende réduite de 90%, c'est il y a quelque temps, là, il n'y a pas très longtemps. Et en fait, finalement, le problème, c'est que autant précédemment, tu pouvais dire: «Ah attention, GDPR, c'est très important, sinon, l'amende peut atteindre, je sais plus 4 du chiffre d'affaires» et cetera. Mais quand tu vois qu'il y a plein de jugements avec, soit directement, soit en appel, l'amende est réduite de 90% voire plus. Bon, finalement, l'argument GDPR, il est plus si, massue que ça, j'ai l'impression. ouais, Faudrait que je la pour société l'instant, on reste en haut du pavé avec l'amende que la CNIL avait infligée à Google de 50 millions, mais rien d'autre de très poussé. Donc, on va voir ce que donne la suite. ouais, ce serait bien que les véritables amendes soient appliquées. Alors ça, je sais pas du tout, j'ai pas regardé. Regardez non plus. Passons. Conférence passée, donc il y a eu la GREAC en novembre en ligne, donc avec le stream qui était sur YouTube. Je n'ai pas vu la publication des vidéos, peut-être qu'elles seront publiées, en tout cas je les ai pas vues pour l'instant. BotConf également en ligne, et là par contre là, les vidéos étaient publiées juste après la présentation. Pour la particularité de BotConf, les présentations étaient vraiment en direct, ce qui était assez rigolo. Malheureusement, j'ai quasiment loupé toutes les conférences parce que je travaillais, mais
Mais BotConf, c'est une des conférences que je préfère, donc j'aime bien y aller, et sauf cette année où du fait que c'était en ligne, je l'ai un petit peu manqué. À venir, donc il y a le FIC qui devait avoir lieu fin janvier et qui a été décalé en avril, début avril, je crois que c'est 4, 5, 6, quelque chose comme ça, du fait du Covid, en espérant que tout soit réouvert à ce moment-là pour eux. Théoriquement, si on calcule à peu près les confinements, le prochain reconfinement, même partiel, aurait lieu en avril, mai. Donc peut-être que le FIC sera ouvert, même s'ils ont commencé à faire des salons virtuels et la possibilité de voir les conférences également de façon totalement numérique. Et dernière partie, Troll et divers. Donc ça, c'est assez rigolo. C'est une conférence avec le ministre de la Défense néerlandais qui avait eu lieu, et je crois que c'est le ministre ou un journaliste qui avait publié une photo sur internet où l'on voyait l'URL et le code, et une personne je crois que c'est un journaliste qui s'est invité à la C'était la réunion, ministre elle-même qui avait publié la photo sur Instagram. et donc le journaliste a récupéré le code et l'URL et c'est incrusté dans la conférence, et les gens lui ont gentiment dit de sortir rapidement. Bon, c'était pas Je crois méchant. qu'il manquait un chiffre, donc il a fait du brute force sur un chiffre qui manque. C'est pas trop compliqué. Ah oui, alors ça par contre c'est pas hyper rassurant, c'est que certains groupes de rançonneurs, s'ils détectent que les entreprises sont en train de restaurer les données, ils appellent les call centers, et disent que en fait ils ont détecté que les entreprises étaient en train de restaurer les backups, pour essayer de mettre une espèce de pression en disant voilà, on vous voit, on est là, on vous voit encore, on sait ce que vous faites, payez-nous. Donc c'est pas hyper rassurant. Petit truc rigolo, donc Activision, qui est un éditeur de jeux vidéo, essaie de tout faire pour limiter la triche, et un chercheur en sécurité s'est fait bannir son compte de je sais plus quel jeu d'ailleurs, juste en essayant de faire pause sur le processus du jeu vidéo et en capturant le contenu de la mémoire. Bon, c'est un peu exagéré de la part d'Activision, parce qu'il y a beaucoup d'autres entreprises, d'autres éditeurs de jeux vidéo qui font des bug bounty ou équivalents pour chercher des vulnérabilités dans les jeux vidéo. Par contre, à tous ceux qui font ça, je recommanderais juste de mettre ça dans une machine virtuelle, de directement capturer la mémoire de la machine virtuelle depuis l'hyperviseur, c'est beaucoup plus discret. Et QEMU est très très bon pour faire ça. Le dernier point, c'est une publicité qui est en ce moment par un éditeur qui s'appelle Darktrace, qui communique en disant que 94% des cybermenaces commencent par un mail, alors qu'en fait, dans la réalité, c'est plutôt dans les 50-60%, parce que beaucoup de compromissions aujourd'hui sont faites depuis des accès externes, typiquement du Pulse, accès distant, RDP exposé, des choses comme ça. Donc oui, c'est bien de se prémunir des menaces sur le mail, mais c'est quand même important de regarder aussi le reste du SI et de le sécuriser. Ah oui, alors ça, c'est vraiment une catastrophe. C'est Microsoft, avec Office 365, publie un portail, un tableau de bord avec un certain nombre d'indicateurs, dont des indicateurs de productivité basés sur la manière dont les gens utilisent, par exemple Teams, les partages de fichiers, etc. Et potentiellement, ça peut être détourné pour un petit peu surveiller les salariés, parce qu'il y a une espèce de note de performance des salariés. Même si Microsoft dit que ça n'est pas fait pour évaluer les salariés, ça peut potentiellement être utilisé pour ça. Et je sais que durant le confinement, beaucoup de RSSI ont eu des demandes un peu particulières concernant la surveillance des salariés. Et donc, moi, ce que je recommanderais quand même, c'est de ne pas donner accès à ce portail en termes de droits sur Office 365, parce que ça peut générer des situations un peu délicates. Tu as parlé de la faille RCE dans Microsoft. Microsoft Teams qui est valable sur toutes les plateformes avec Non, un quand tu vois simple message dans le chat? c'est celle quand tu vois quand on voit une image GIF? Non, quand tu mets un message spécialement formé dans le chat et tu prends le contrôle du poste du client. Non, j'en ai pas parlé. Bon, ce sera pour le mois prochain alors. Au mois prochain. Et voilà, prochain rendez-vous de l'OSIR, c'est donc le 12 janvier de l'année prochaine, toujours en visioconférence. Pas d'afterwork avant, à mon avis, un bon moment. Je ne vois pas d'afterwork avant la rentrée septembre-octobre de l'année prochaine, si la situation s'améliore vraiment. Et voilà.
Sur ce, je vous souhaite à tous donc de bonnes fêtes de fin d'année. Et puis si vous avez des questions ou des infos que nous aurions oubliées, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Vlad. Est-ce qu'il y a des questions? Eh bien, merci à Tu tous. coupes pas l'enregistrement pour les questions?